Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver en direct sur ce plateau de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Coup de théâtre en ce début d'année dans la région de la Corne africaine. Plus rien ne va entre Mogadiscio et Addis Abeba. L'Éthiopie a signé un accord stratégique avec la région indépendantiste du Somaliland en contrepartie de la reconnaissance de son indépendance. Un accord qui laisse entrevoir déjà que l'année sera acharnée en Afrique où les bras de fer entre les puissances et leurs politiques d'influence continuent leur jeu pernicieux. Mais avant de vous présenter mes invités et de rentrer dans le vif de la discussion, je vous propose d'abord ce sujet signé Safouane Ben Sabri. Un accord sans précédent, c'est ce qu'ont annoncé les autorités locales du Somaliland, État séparatiste au sein de la Somalie, et le gouvernement éthiopien. L'accord prévoit entre autres un accès maritime à l'Éthiopie via le territoire du Somaliland, un bouleversement pour l'Éthiopie, mais aussi pour la Somalie. Dans la foulée, la Somalie rappelle son ambassadeur en Éthiopie pour consultation. Une période de tension s'ouvre entre les deux pays. Ce sera le point de départ de notre coopération avec le peuple frère de Somaliland pour grandir et se développer ensemble en coopération et pour assurer notre sécurité commune. Comme nous l'avons déclaré à plusieurs reprises précédemment, nous ne souhaitons pas recourir à la force contre qui que ce soit, mais nous utiliserons plutôt ce que nous avons en coopération. C'est la bonne nouvelle que nous apportons à tous les habitants d'Éthiopie. Une initiative qui a fortement déplu à la Somalie, craignant pour la stabilité de la région. La démarche de l'Éthiopie est une offensive qui met en danger la stabilité et la paix d'une région déjà en proie à des problèmes. Il s'agit d'une violation et d'une invasion ouverte de la souveraineté, de la liberté, de l'unité de la République fédérale de Somalie. Le soi-disant protocole d'accord et accord de coopération est nul et non avenu. La grande discorde entre la Somalie et l'Éthiopie réside dans la reconnaissance par Addis Abeba du Somaliland. L'Éthiopie devient ainsi le premier pays à reconnaître officiellement l'entité séparatiste. En échange, le Somaliland prévoit non seulement l'accès à la mer à l'Éthiopie, une première depuis 1993, mais aussi l'installation d'une base militaire sur une large parcelle louée à l'État éthiopien. Madame, Monsieur, vous l'aurez compris, l'année commence plutôt difficilement ou sous tension en Afrique, en particulier dans la Corne de l'Afrique. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'être accompagné de Gamel Abina, observateur des questions internationales. Bonsoir, Gamel. Bonsoir et merci pour l'invitation, Tina. Merci d'avoir accepté mon invitation. De Jonathan Batangan, spécialiste en géopolitique africaine. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir Tilma, bonsoir à mon frère Gamal Abina, bonsoir à tout le peuple algérien et je vous souhaite mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Merci Jonathan, merci. Et de Michel Fayad, expert en économie internationale. Bonsoir Michel. Bonsoir à tous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet ou de cette première, des sujets de cette première émission de cette nouvelle année, il me semble qu'un point historique s'impose à nous. Et ce n'est pas la première fois que l'Éthiopie et la Somalie sont en conflit ou en désaccord. Je commence avec vous, Jonathan. Pourquoi est-ce que les relations, est-ce que vous pouvez nous faire un point historique sur les relations entre ces deux pays frères qui ont du mal à s'aimer finalement ? Effectivement, si vous regardez la carte de la Corne de l'Afrique, vous allez remarquer que l'Éthiopie, c'est un peu le pays qui empêche pas que la Somalie, c'est le pays qui empêche à l'Éthiopie d'être un pays frontalier de la mer Rouge. C'est un pays qui empêche l'Éthiopie d'avoir accès à la mer Rouge. Et ceci date depuis la colonisation, double colonisation britannique et italienne. Et dans les années 1940, on a le jeu des deux puissances, c'est-à-dire la Grande-Bretagne et l'Italie, qui est resté présent dans la zone, soit par l'héritage des frontières coloniales, pour ce qui est du cas italien, ce que nous appelons aujourd'hui
Très bien, Jonathan. On revient avec vous dans un moment sur les années 40 et les relations entre l'Éthiopie et la Somalie. Je viens vers vous, Gamel Abina, jusqu'aux années 60. C'est autour de la région d'Ogaden que les deux pays s'affrontent. Pourquoi est-ce que cette région elle a été au cœur de gros conflits allant jusqu'à provoquer des guerres entre les deux pays ? Simplement parce que d'abord, l'Ogaden, c'est une région qui avait été d'abord conquise par les Italiens quand ils ont tenté la colonisation de la région. Il faut se rappeler quand même que l'Éthiopie était partagée dans le nord par les Anglais, dans le sud par l'Italie, et qu'ils ont voulu étendre leur territoire sur la partie éthiopienne. Donc l'Ogaden, ça a été d'abord une dispute entre 42 et 44, les Anglais remportant la partie avec la chute des Italiens. Après, ça a été à nouveau une dispute en 60 au moment d'une forme d'indépendance de la Somalie, mais surtout, et c'est le plus important, il y a une guerre importante entre 77 et 78 pour la récupération de la région de la part éthiopienne, puisque évidemment c'est un territoire éthiopien à l'origine. Donc tout cela a conduit effectivement à des tensions qui ont été lourdes, qui ont duré et qui ont conduit à une véritable mésentente entre ces deux grands pays, malgré tout, de la Corne de l'Afrique, qui chacun ont des revendications territoriales, culturelles, peut-être simplement une question de prestige, mais il n'en demeure pas moins que ces deux pays qui étaient d'ailleurs sous l'ère à l'époque soviétique, ils étaient plutôt influencés par le socialisme, ont fini par se confronter militairement. Donc tout cela pour dire que d'un côté, on avait une Éthiopie soutenue par Cuba et de l'autre côté, une Somalie qui essayait effectivement de récupérer une région qui n'était pas nécessairement la sienne. Quelles ont été les conséquences de ce conflit qui, comme vient de l'expliquer Gamel, à plusieurs reprises s'est transformé en une guerre? Quelles ont été les conséquences économiques, non seulement sur les deux pays, mais aussi sur l'ensemble de la région, que ce soit la Corne de l'Afrique ou plus loin dans la péninsule arabique? Michel. En fait, cette région est particulièrement en réalité riche, que ce soit en hydrocarbures ou en minerais. Elle a été finalement peu développée jusque-là, mais aujourd'hui, on assiste à un certain boom pour plusieurs raisons. L'Éthiopie a réussi à s'imposer ces dernières années comme un pays qui est en train d'essayer de se développer économiquement, un pays qui est devenu un hub pour tout ce qui est aviation, puisque aujourd'hui, Ethiopian Airlines s'impose dans le paysage africain comme étant une des meilleures compagnies aériennes capables d'aller dans la plupart des pays africains. Et également, vous savez que l'Éthiopie a rejoint les BRICS il y a quelques mois. Donc l'Éthiopie aujourd'hui joue un rôle de plus en plus important sur le plan économique, touristique. Et du coup, en fait, avec on y reviendra, je suppose, avec le Somaliland, l'Éthiopie est en train d'essayer d'avoir un rôle militaire, puisqu'ils veulent une base militaire et veulent surtout cet accès à la mer qui leur manque, non pas seulement en raison de la Somalie, mais également à cause de la perte de l'Érythrée. Donc, il y a ces deux qui l'empêchent en fait d'avoir cet accès à la mer. Et on oublie également le rôle de la France, puisque la France a pris une partie de la Somalie, parce que le Djibouti faisait partie de la Somalie historique. Donc il n'y a pas que l'Italie et la Grande-Bretagne, il y a également la France qui a joué historiquement un rôle dans cette région et qui est toujours présente, puisque la France a également des bases militaires au Djibouti. Très bien. Jonathan, je reviens vers vous. On a dit que jusqu'aux années 60, ces deux pays se sont affrontés autour de la question d'Ogaden. Est-ce qu'aujourd'hui, la région d'Ogaden est au cœur des intérêts pour les deux pays? Oui, la région d'Ogaden sert en fait de pierre d'achoppement pour justifier les relations conflictuelles entre les deux pays. Si vous regardez ce qui s'est passé entre l'Éthiopie et la Somalie, c'est que sous le régime de Siad Barre, dans les années 60 jusqu'à 78, effectivement, le régime somalien a soutenu à la fois la région de l'Ogaden, qui est constituée des populations somalies, parce qu'il s'agit d'une anthropologie locale qui est tout à fait une continuité des mêmes peuples. Ces peuples somalis, les Britanniques, déjà en 1950, font lorgner à tous les peuples somalis qu'ils peuvent s'unir autour d'une seule entité qui va s'appeler la Somalie. Sauf que les peuples somalis sont partagés entre trois régions qui ont une histoire coloniale différente. Vous avez, par exemple, les Somalis qui sont historiquement annexés par l'Éthiopie, du côté de l'Ogaden, la région que vous avez signalée. Vous avez les Somalis qui ont été annexés par
colonisés par les Italiens et vous avez les Somalis qui ont été colonisés par les Britanniques qui sont aujourd'hui la partie qu'on appelle le Somaliland. Et cette Somalie qui n'est pas unifiée par l'histoire coloniale du pays, les Britanniques vont l'utiliser dans le cadre du diviser pour mieux régner. Parce qu'il faut noter que la théorie coloniale repose essentiellement sur le diviser pour mieux régner. On crée des intérêts antagonistes entre des peuples qui ont tout en commun, des peuples qui peuvent trouver une zone de compromis, un terrain de compromis ou bien un terrain d'entente entre eux, et on envenimente ce sujet de discorde, si bien que ces peuples finissent par croire qu'ils sont très différents. C'est ce qui a été fait. Et le conflit de l'Ogaden a été alimenté par la puissance coloniale qui s'appelle la Grande-Bretagne, même si on était sur l'ex-territoire sur l'ancien territoire d'une puissance qui a été défaite, c'est-à-dire l'Italie, au terme de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le point de départ de la guerre de l'Ogaden. Et l'Éthiopie qui affrontait la Somalie à l'Ogaden a vu également la Somalie développer avec l'aide des Britanniques, une autre adversité ou bien une autre conflictualité au niveau du territoire de l'Érythrée. Et tout à l'heure, le frère Fayad l'a précisé, il y a aussi ce problème de l'Érythrée. L'Érythrée, ça a été soutenu également par la Somalie sous l'impulsion des Britanniques. Et c'est les Britanniques qui ont donné les moyens à l'Érythrée. Il faut notamment se souvenir qu'à l'époque, l'Érythrée était soutenue par les puissances occidentales, tandis que l'Éthiopie était soutenue par l'URSS. Au gré donc de ces antagonismes, à la fois sous fond de guerre froide et d'antagonisme sur le plan anthropologique, on a vu naître une conflictualité assez complexe qui aujourd'hui est en train de reparaître sous de nouveaux oripeaux, et c'est ces oripeaux qui nous intéressent pour ce soir. Très bien. Une dernière question concernant ce point historique. Je viens vers vous, Gamel Abina. À la lumière de ce que nous a dit Michel Fayad, mais également Jonathan Batangan, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le conflit entre ces deux pays, en quelque sorte, qui a nourri la cession de l'Éthiopie, ou encore les conflits internes qui ont conduit à la somalisation de la Somalie, ou ça a conduit à des conséquences différentes? Il y a plusieurs raisons qui ont conduit à cela. D'abord, il y a eu une concurrence entre ces deux États qu'on connaît, qui sont liés à la décolonisation. D'un côté, une Éthiopie qui n'a jamais été colonisée, si ce n'est peut-être une présence italienne un peu dans le nord, et avec un Érythrée qui devait faire sécession parce qu'il n'avait pas une histoire continue avec l'Éthiopie. Cet accès à la mer qui lui a été confisqué à l'Éthiopie, ils ont tenté de récupérer cet accès, on le sait aujourd'hui, par ce Somaliland, qui est un État qui n'est pas reconnu sur la planète, à part évidemment un autre État qui n'est pas reconnu, qui est Taïwan. Donc Taïwan reconnaît le Somaliland en contravention de toutes les lois internationales. De l'autre côté, on a des concurrences effectivement territoriales qu'on vient d'évoquer. On a des interventions régulières, il ne faut pas l'oublier, de l'Éthiopie en Somalie. Ça n'a pas été anodin, surtout sur l'ancien Premier ministre. On se rend bien compte qu'il y a une concurrence aussi internationale, puisque l'Éthiopie a échappé de justesse à une guerre civile, avec l'histoire d'une guerre qui a duré 2 ans tout de même, entre 2000 et 2022, avec les Tigréens soutenus par les États-Unis. La Somalie, qui est un pays à l'abandon, qui est fracturé. Il y a quasiment 4 à 5 États, par le Somaliland, qui est le plus important, ancienne région colonisée par l'Angleterre, mais il y a aussi le Puntland, il y a aussi des sécessions dans le sud, des velléités de certains pays de vouloir récupérer des territoires. Donc il y a tout un tas comme ça de cette somalisation qui rappelle la libanisation, ou encore une fois ce qui s'est passé en Yougoslavie, un État qui était assez faible, qui tenait par un dirigeant politique, qui s'est malheureusement en 91 effondré avec une guerre civile qui a démarré, et une partition du territoire. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les autres États veulent profiter de l'affaiblissement pour peut-être placer leur position, sachant que l'Éthiopie n'était pas en bon terme avec la Somalie, les interventions militaires et une volonté, effectivement, une sorte d'hégémonie éthiopienne qui est devenue une puissance quand même qui compte, avec 110 milliards de PIB, et surtout avec un soutien de la Chine au niveau économique qui est considérable. Donc cette Éthiopie commence à sortir de ses frontières, a de plus en plus d'aisance et a besoin de toute façon
façon d'un accès à la mer, parce que le pays est quasiment en cessation de paiement et que les exportations qui passaient par le nord, à l'extrême nord, qui n'étaient pas chez eux, ils leur coûtaient 1 milliard par an. Donc tout ça fait que c'est des éléments économiques, politiques, évidemment géopolitiques, qui font que l'Éthiopie a besoin de passer par la Somalie sans passer par Mogadiscio, qui était la véritable Somalie, puisque c'est la Somalie reconnue internationalement. Très bien, je viens vers vous, Michel Fayad, et après ce point historique ou encore le sujet de notre collègue Safouane Ben Sabri, on comprend que plus rien ne va entre Mogadiscio et Addis Abeba. Concrètement, que signifie cet accord, Michel? Économiquement, que signifie-t-il? Mais surtout, quels sont les intérêts de ce contrat finalement? Surtout que Gamel Abina vient de dire que l'Éthiopie était en cessation de paiement quand même. C'est une dette de 30 millions de dollars ou 30 milliards de dollars, il me semble. Oui, c'est vrai qu'il y a cet endettement qui est très important, sauf qu'il y a également quand même des perspectives. On parle quand même du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. On parle d'un pays qui, de par son histoire, on en a parlé, a quand même un rôle à jouer sur le continent, puisque c'est quand même un des rares pays d'Afrique qui a été finalement très peu colonisé et qui est un symbole africain qui s'est maintenu à travers les époques. En fait, je pense que l'idée derrière cet accord, c'est véritablement, comme vous le dites, d'avoir un accès économique grâce à cet accès au port et également d'avoir cette visibilité militaire, puisque l'idée, c'est aussi d'avoir une base militaire éthiopienne. Donc, ces deux choses-là, commerciale, la base militaire. Sachant qu'aujourd'hui, la mer Rouge, vous savez, est en train de jouer un rôle extrêmement important en raison du conflit israélo-palestinien, qui également a des impacts énormes sur tout ce qui est, vous savez, transport maritime et autres, puisque une partie du commerce mondial passe par la mer Rouge pour passer par le canal de Suez. Et aujourd'hui, le Djibouti va être le principal perdant, et lui aussi va très très mal économiquement. Et il y a quand même 95% des exportations éthiopiennes qui passent par le Djibouti et 80% des importations éthiopiennes. Donc imaginez les pertes que cela représentera pour le Djibouti, c'est quand même extrêmement important. Et il y a aussi quand même l'idée derrière l'Éthiopie, comme quoi il y aurait la Russie qui a un rôle à jouer également, puisque la Russie a pesé de tout son poids en faveur de l'entrée de l'Éthiopie dans les BRICS. Il y a sans doute l'aspect aussi religieux qui joue, puisque c'est quand même le deuxième pays chrétien orthodoxe au monde. Et donc, aujourd'hui, l'Éthiopie, c'est vrai qu'elle a beaucoup d'endettement, mais elle a également de grands atouts qui peuvent lui permettre, à mon avis, de rebondir. Très bien. Jonathan, le golfe d'Aden a une importance économique, comme vient de nous l'expliquer Michel Fayad, mais aussi géopolitique. Est-ce que vous pouvez nous faire un bref exposé de son importance géopolitique, à la lumière surtout de l'échiquier actuel, avec tous les conflits qui sont en train de se réveiller dans la Corne de l'Afrique, au Soudan, ou encore le génocide que subit actuellement la Palestine occupée? Effectivement, le golfe d'Aden, c'est devenu une zone très cruciale. Quand vous regardez les crises sécuritaires qui sévissent dans cette zone, vous regardez également la présence militaire importante des principales puissances mondiales. Vous regardez les États-Unis qui ont envoyé 2 grands porte-avions, parmi lesquels le plus gros de sa flotte maritime, le Gerald Ford. Vous avez également les marines de l'OTAN qui sont présentes. Vous avez aujourd'hui la menace Houthi qui est très bien représentée. Elle est significative. Toutes les puissances de l'OTAN, les États-Unis sont à la tête d'une coalition de 10 pays aujourd'hui et disent avoir pour adversaire les Houthis qui sont soutenus par l'Iran. Vous avez une réconfiguration de la zone. Mais ce n'est pas la question sécuritaire du golfe d'Aden qui intéresse l'Éthiopie. C'est essentiellement un conflit géopolitique qui est en train de se jouer à distance et qui touche les intérêts africains. Carrément, l'Éthiopie est en train de jouer à l'avant-garde du continent. Pourquoi? Parce que le véritable ennemi qui est en train de se profiler, c'est Israël. Israël a déjà joué en Éthiopie directement à travers ce qu'on a appelé le conflit au Tigré.
On a expliqué l'année dernière, il y a quelques jours, nous avons échangé là-dessus, nous avons présenté l'ensemble des menaces que représentait le conflit du Tigré et comment Israël a participé en tant que l'espace sioniste a participé à envenimer ce conflit. Donc, aujourd'hui, l'Éthiopie se dit, au lieu d'attendre les ennemis sur place, nous allons les cueillir en amont. Surtout que le complexe industrialo-militaire états-unien a fait de l'Égypte une sorte de base avancée. Or, dans la conflictualité de la guerre de l'eau, et nous sommes en train d'assister à un des débuts de la grande bataille de la guerre de l'eau, dans la grande bataille de la guerre de l'eau, l'Égypte qui aujourd'hui participe, même s'il va devenir, il est en train de devenir membre des BRICS, qui participe de la grande stratégie des États-Unis de contrôler la zone et surtout de satisfaire les intérêts de l'Égypte. L'Égypte est un adversaire stratégique de l'Éthiopie, carrément sur le conflit du Nil. Donc, et l'Éthiopie a aussi conscience que cette Égypte a mouillé dans le conflit entre la Somalie et elle. Vous vous souvenez que l'Égypte était un des principaux alliés de la Somalie dans le conflit de l'Ogaden. Donc, pour les Éthiopiens, c'est vital que d'aller au cœur de l'enjeu de l'eau, qui est la mer Rouge, aller auprès de la marine, titiller la marine égyptienne, parce que l'enjeu ici, c'est aller titiller la marine égyptienne, montrer qu'ils sont présents dans les eaux de la mer Rouge, et en outre aussi, montrer aux sionistes de l'autre côté que l'Éthiopie, effectivement, répond présent si le conflit pour l'eau devait être développé. Il faut effectivement que ces derniers se montrent prêts. Ils disent que nous sommes effectivement de la partie. Nous n'allons pas vous laisser venir nous agresser sur nos terres. Nous sommes prêts à vous cueillir dès l'entame de la partie. C'est ce que l'Éthiopie est en train de faire. Donc, au-delà de ce qu'on voit, la sortie, ce qui est un enjeu économique majeur, effectivement, et tout à l'heure, Fayad l'a très bien précisé, au-delà de simplement cette voie de sortie des matières premières ou bien des ressources économiques qui peuvent être importées à partir du port de Bérécha, il y a cette question stratégique de la guerre de l'eau qui est désormais lancée. Et l'Éthiopie, en prenant cette position, c'est une opportunité pour elle de répondre présent et de désormais titiller à la fois la marine égyptienne et la marine sioniste d'Israël. Très bien. Je viens vers vous, Gamel Abina, et à la lumière de ce que vient de nous dire Jonathan, on comprend qu'aujourd'hui, la mer Rouge est au cœur de tous les enjeux. Fayed nous a expliqué qu'il y a la Russie, la Chine d'un côté, mais il y a aussi les autres puissances qu'on vient de l'expliquer, Jonathan, avec la politique d'influence de l'entité sioniste. Aux côtés de ces puissances, qui sont les autres puissances ou quels sont les enjeux pour chacun? Surtout, comme on le sait, la France a demandé au Conseil de sécurité de tenir une réunion d'urgence concernant ces tensions. Bon, on sait déjà qu'il y a 3 bases militaires importantes à Djibouti qui sont louées par d'abord évidemment la France, évidemment l'Angleterre et évidemment la Chine qui vient d'arriver, parce que la Chine comprend très bien que c'est un détroit essentiel pour le commerce mondial. 70% des besoins européens passent par ce fameux détroit, d'un côté d'Ormuz, de l'autre côté de Bab el-Mandeb. Donc ça veut dire que le risque régional est important, sachant ce qui se passe actuellement avec les Houthis, qui n'hésitent pas à attaquer les bateaux qui vont en direction ou à destination de l'État sioniste. Donc on a vraiment il y a un véritable nœud comme ça qui est en train de se créer, et les grandes puissances ont parfaitement compris que cette corne de l'Afrique, qui a toujours été un problème d'ailleurs, devient ultra stratégique. D'abord parce qu'il y a les denrées, évidemment, tout ce qui est gaz et pétrole qui passe par là, la liquéfaction et autres, mais surtout il y a le commerce mondial qui passe nécessairement par là. C'est le chemin le plus rapide, sinon cela coûterait trop cher de contourner toute l'Afrique. Donc ça pour dire qu'en vérité, les questions qui se posent d'ordre économique ne sont pas absentes. Après, effectivement, ça a été annoncé quand même, l'Éthiopie qui intègre, et ça c'est une stratégie certainement chinoise, qui a réussi à faire la paix entre l'Iran, par exemple, et l'Arabie, l'Éthiopie qui intègre les BRICS, ce n'est pas anodin. Aujourd'hui, elle est dans les BRICS avec qui? Avec un ennemi qui était annoncé, qui était évidemment l'Égypte, par rapport à la question du Nil bleu et blanc, qui alimente le Nil égyptien. Donc c'est pour faire en sorte de calmer les tensions et de trouver un terrain d'entente. La stratégie chinoise, c'est de dire on doit créer des conditions économiques favorables pour éviter les conflits. C'est une stratégie qui avait été d'ailleurs adoptée en Europe pour éviter à nouveau une nouvelle guerre mondiale. Et donc aujourd'hui, on est dans un rapport de force où tout le monde se positionne et se prépositionne, où la Chine a quand même une belle longueur d'avance sur l'Éthiopie, où la Somalie a été
abandonnée, donc les Somaliens s'accrochent à ce qu'ils peuvent en divisant malheureusement le territoire, où la question de l'intervention américaine en 91, 92, 93 avec l'histoire des milices islamistes, comme on les appelait, les Shabab, a vraiment atomisé un État qui commençait plus ou moins à se stabiliser en un régime qui était difficile effectivement, mais au moins il y avait un retour de paix qui n'a pas duré. Et aujourd'hui on est dans un pays qui est en guerre civile chronique, avec des velléités de part et d'autre, soit de partage du territoire, de division du territoire, ou simplement de contrôle de la région par la pointe de l'Afrique, car c'est cette fameuse corne de l'Afrique, c'est la forme d'ailleurs de ce pays, qui fait que ces pays sont prépositionnés. Et j'en veux pour preuve que déjà, pendant la colonisation somalienne, on a quand même deux puissances coloniales, voire trois même, ça a été dit, l'Angleterre évidemment, l'Italie, qui était concurrente, qui se positionnait dans cette région stratégique. Donc tout cela pour dire que aujourd'hui, c'est la zone la plus instabilisée de la région. C'est la zone qui peut conduire à un conflit généralisé si jamais ce n'est pas maîtrisé, et surtout une zone où les antagonismes d'empires, qu'ils soient impérialistes comme les États-Unis ou Israël, et puis la France et la Grande-Bretagne, ou simplement d'empires économiques comme la Chine, ou d'empires stratégiques comme la Russie, tout le monde se retrouve là-bas. Ce qui fait qu'on a des alliances très étonnantes. Par exemple, du temps de Meles Zenawi, c'était plutôt les États-Unis qui faisaient la fête en Éthiopie. Aujourd'hui, avec Abiy Ahmed, on se rapproche plus du bloc de l'Est, donc il y a un retour de la stratégie éthiopienne qui correspondait à ce qu'était l'Éthiopie à l'origine, et on a effectivement des concurrents comme l'Égypte qui était plus ou moins le bras armé américain dans la région, qui semble vouloir se rapprocher du bloc de l'Est. Donc il y a vraiment, les cartes sont rebattues et les rapports de force sont de plus en plus tendus parce qu'on ne sait pas qui va avec qui. Ce qui est certain, c'est que les BRICS tentent de calmer le jeu, mais de l'autre côté, on a tout de même des puissances coloniales qui semblent perdre la main sur la région et qui vont peut-être, on l'espère pas évidemment, déclencher des conflits larvés, peut-être les guerres de l'eau, on en parle beaucoup de la guerre de l'eau, simplement pour pouvoir garantir que la partie de l'Est, donc la Russie, la Chine, l'Iran, enfin ces pays qui sont émergents et qui sont très présents, ne soient pas dans la région prépositionnée, parce qu'effectivement cette région est hautement stratégique et pas seulement pour le pétrole et le gaz. Très bien, merci Gamel. Madame, Monsieur, je vous retrouve dans quelques instants, juste après cette courte page publicitaire. Madame, Monsieur, rebonsoir et re-bienvenue dans ce plateau de Cap sur l'Afrique qui se penche ce soir sur ce conflit ou ces tensions qui sont survenues ou qui ont ressurgi entre l'Éthiopie et la Somalie. Monsieur Fayad, je reviens vers vous. On a parlé tout à l'heure de cette fameuse base militaire que l'Éthiopie veut installer dans le port de Bereira, un port d'une importance capitale dans le golfe d'Aden, mais aussi en mer Rouge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement à quoi sert une base militaire pour un pays sur un autre territoire? Eh bien, si vous regardez déjà la carte de l'Afrique de ces dernières années au niveau des coups d'État, vous pouvez voir qu'il y en a eu de l'ouest à l'est, en Guinée-Conakry, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, au Soudan. Et donc, l'Éthiopie a tout intérêt à se renforcer, puisque pour compléter cette bande, en fait, l'Éthiopie est vraiment la partie à l'est de cette bande. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est aussi, si vous regardez également la carte, vous pourrez voir que ce qui est en face de l'est de l'Afrique, de la corne de l'Afrique, c'est l'Arabie saoudite. Et plus précisément, c'est ce qu'on appelle, vous savez, le Hijaz, c'est-à-dire la partie historique de l'Arabie, là où est né l'islam. Et donc, il y a pour l'Arabie saoudite, mais aussi pour les Émirats arabes unis, toute cette région de la Corne de l'Afrique relève d'une importance géostratégique, mais également militaire, puisque vous voyez combien les Saoudiens et les Émiratis jouent dans le conflit soudanais, puisqu'ils souhaitent qu'il y ait une solution au problème au Soudan du Nord, afin de régler le problème militaire et géostratégique qu'il y a là-bas, afin de sécuriser cette partie de l'Afrique de l'Est. Et pour eux, en fait, il fallait également pacifier ce qui se passait en Érythrée, en Éthiopie. Et d'ailleurs, celui qui a joué un énorme rôle dans l'arrêt des combats, c'était Hemeti, donc le chef milicien du Soudan, qui était intervenu pour calmer le jeu, entre autres, je parle. Et aujourd'hui, donc pour l'Éthiopie, elle cherche à s'imposer, comme le disait Gamal. En fait, c'est un de ces pays qui est rentré dans dans les BRICS et qui a un besoin de s'affirmer militairement, puisque aujourd'hui vous avez donc l'Égypte qui historiquement avec Nasser avait chassé les Français et les Britanniques de Suez.
vous avez bien entendu les Russes, les Chinois, les Africains du Sud et tous ces pays, l'Arabie, l'Iran. Donc l'Éthiopie est un peu le maillon faible qui doit s'imposer militairement pour montrer qu'il pèse réellement et sachant surtout qu'économiquement ça va mal, comme vous l'avez rappelé en début d'émission. Donc une base militaire, c'est un moyen de puissance, un moyen de montrer sa puissance. Et combien y a-t-il de pays africains finalement qui ont des bases militaires à l'étranger? Très peu. On a parlé de bases militaires chinoises, de bases militaires russes, de bases militaires françaises, américaines. Mais combien y a-t-il de bases militaires africaines en dehors des frontières des États? Très peu. Et c'est là l'idée de l'Éthiopie, de se montrer encore une fois différente des autres pays africains et de se montrer vraiment comme un des leaders. Comme je le disais aussi au début d'émission, l'Éthiopie a ce rôle à jouer puisque c'était un des rares pays africains qui a été peu finalement colonisé et qui a cette marque de fabrique historique, disons. Très bien, je viens vers vous, Jonathan. On dit souvent que la Corne de l'Afrique et la péninsule d'Arabie sont les continuités géographiques l'une de l'autre. Est-ce que finalement le conflit en mer Rouge et cette coup d'éclat ou coup de théâtre qui vient de se produire sur le port de Bereira en est la preuve? Est-ce que l'un n'aurait pas pu se produire sans l'autre? Je tiens toujours à signaler que, effectivement, votre question, elle a tout son sens lorsqu'on a en mémoire la conflictualité qui existe entre l'Éthiopie et l'Égypte. L'Éthiopie a dans son viseur l'Égypte prioritairement. Il s'agit de mettre en garde les Égyptiens et de leur faire comprendre parce que il y a toujours un rapport conflictuel, même dans les crises internes de l'Éthiopie par rapport à l'Égypte. Quand vous prenez le conflit du Tigré, l'Égypte y a un doigt. Quand vous prenez le conflit dans l'Ogaden, l'Égypte y a participé. Donc, pour l'Éthiopie, c'est la première fois qu'il va pouvoir déployer sa flotte maritime au large de l'Égypte. Parce qu'il faut noter que le Somaliland, ça donne une certaine possibilité à la marine éthiopienne de se mettre très proche du canal de Suez et de la marine égyptienne. C'est de ça aujourd'hui qu'il est question chez les stratèges éthiopiens. Certes, il faut avoir désormais la stature d'une puissance, c'est-à-dire avec son introduction dans les BRICS. Il faut se doter d'un accès à la mer, ce qui fait partie en géopolitique des caractéristiques de puissance d'un pays. Sauf que l'Éthiopie ne le fera pas simplement pour le besoin d'affirmation de sa puissance, mais dans le sens de prémunir ses intérêts. Pourquoi? Parce que l'intérêt direct de l'Éthiopie à avoir une position en mer Rouge, ce n'est non pas le terrorisme, parce que quand vous regardez les perturbations du trafic maritime en faveur de l'Éthiopie, ces perturbations sont quasiment nulles. Quand vous regardez les routes maritimes qui approvisionnent l'Éthiopie, elles sont sécurisées par des pays qui ont le plus intérêt, par exemple la Chine ou encore certaines marines européennes. Et quand vous vous demandez donc pourquoi les Éthiopiens voudraient tant être présents sur la façade maritime au niveau de la mer Rouge, vous comprenez effectivement, lorsque vous mettez cela en résonance avec la conflictualité au niveau de la question du Nil avec l'Éthiopie et l'Égypte. Donc, ici, il s'agit pour les Éthiopiens de venir à ce qu'ils estiment être la source de leurs problèmes, c'est-à-dire l'Égypte. Pourquoi? Parce que l'Égypte a toujours soutenu les ennemis de l'Éthiopie. L'Égypte s'est proposé comme étant un des ennemis géopolitiques, un des adversaires stratégiques de l'Éthiopie. L'Éthiopie trouve que avec cet accès à la mer Rouge, il faut leur répondre et leur apporter du répondant. C'est pourquoi ils ont jugé certainement utile d'aller sur le territoire du Somaliland. Maintenant, la question du Somaliland, il ne faut pas l'oublier, c'est une question historique. Tout à l'heure, mon frère Fayad, il a dit que la question de l'Érythrée se posait historiquement comme un pays qui n'avait pas une continuité avec le pays qui s'appelle l'Éthiopie. C'est vrai,
mais également dans le cadre de l'histoire entre le Somaliland et la Somalie, il n'y a pas véritablement une continuité dans un royaume unifié. Et à ce niveau-là, on pourrait donc poser des objections, mais seulement, ce n'est pas une manière d'encourager cette forme de divisionnisme sur le continent africain, c'est une manière de comprendre que certains acteurs profitent de thèses aussi opportunes pour justement se positionner comme étant des acteurs clés qui vont envenimer ce genre de situation. Et pour les Éthiopiens, ce qui s'est passé hier avec l'Érythrée, ils comptent le rendre avec la Somalie. Pour nous, ce n'est pas une solution qui aurait été les plus envisageables. Pour les panafricanistes que nous sommes, il aurait été mieux pour l'Éthiopie de se positionner comme une puissance réconciliatrice à l'intérieur de la Somalie, c'est-à-dire à ramener les différentes portions de la Somalie sur la même table, en évitant l'échiquier qui avait été proposé par les Britanniques, parce que pour les Britanniques, il fallait réconcilier tous les peuples somalis au sein d'un royaume. Et dans cette perspective, l'Ogaden devient une zone conflictuelle pour l'Éthiopie. Donc l'Éthiopie, ayant une population somalie, aurait pu se proposer pour créer un compromis entre les différentes Justement, Jonathan, je me permets de vous interrompre. On sait très bien que quand il est question de territoires qui s'autoproclament indépendants, il est souvent question de balkanisation, mais aussi d'influence étrangère. Pourquoi est-ce que l'Éthiopie n'a pas choisi cette voie de la médiation, surtout qu'elle connaît bien cette population de la Somalie, elle qui est une fédération et qui comporte dans son sein plusieurs ethnies et qui cohabitent. Il y a eu des problèmes évidemment entre 2000 et 2020, entre 2020 et 2021, qu'elle a réussi à dépasser sous la médiation de l'Union africaine. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas favorisé aujourd'hui? Pourquoi est-ce que le gouvernement d'Ahmed Abiy ou les stratèges d'Ahmed Abiy n'ont pas favorisé la voie de la médiation et ont préféré la voie de l'abcès sécuritaire et allant jusqu'à enfreindre les lois internationales? Je vais évoquer ici quelques raisons. Peut-être les raisons sont celles de la réciprocité, c'est-à-dire si vous jouez dans ma déstabilisation, moi également, je vous rends l'appareil. Ça pourrait être ça le mode de raisonnement de la diplomatie éthiopienne, des autorités éthiopiennes actuellement. C'est un mode de raisonnement qui est fréquent en matière de relations internationales, surtout dans les situations de conflictualité. Je tiens à rappeler, et j'insiste là-dessus, que la Somalie, l'Égypte via la Somalie, a beaucoup travaillé dans ce qu'on appelait la guerre de l'Ogaden. Or, la guerre de l'Ogaden, c'est les populations somalies d'Éthiopie qu'on a voulu remonter contre le pouvoir central en leur faisant comprendre qu'ils pouvaient plutôt rejoindre la Somalie et devenir une seule entité avec le Somaliland. Et le projet était actionné depuis Londres. Donc, actuellement, l'Éthiopie qui sait qu'il y a un projet de partition qui est actionné par les puissances impérialistes, lui également a peur. Il faudrait plutôt que actuellement l'Égypte également joue franc jeu avec l'Éthiopie, c'est-à-dire que l'Égypte cesse de soutenir les rébellions, ou du moins les pays qui soutiennent les rébellions, parce que l'Égypte le fait en sous-cap. Si l'Égypte cesse de le faire, certainement l'Éthiopie sera rassurée et l'Éthiopie pourra effectivement jouer son rôle. Il faut noter qu'au début des années 2000, l'Éthiopie avait voulu avoir une solution globale sur l'ensemble du territoire. Cette solution, c'était quoi? L'Éthiopie avait déployé des hommes au niveau de la Somalie dans le cadre d'une force de maintien de la paix. Cette force de maintien de la paix, pour eux, c'était une manière de se prémunir des ingérences somaliennes sur le territoire éthiopien et donc de couper le lien avec les Égyptiens, ce qui n'a pas marché. Et les Égyptiens et les Américains ont travaillé à saboter les efforts éthiopiens et aujourd'hui, on a une situation calamiteuse. L'Éthiopie se trouve donc en train de prendre une solution tout à fait à l'emporte-pièce, une solution de rechange qui lui permet peut-être de mettre en garde son ennemi véritable qui est l'Égypte, parce que il ne faut pas l'oublier, l'ennemi dans la situation, c'est l'Égypte et l'Éthiopie tient à tous les prix à aller au taquet de l'Égypte pour simplement lui envoyer une mise en garde qui serait pour elle un gage de stabilisation de son propre territoire. Nous avons une situation qui est donc, comme je disais d'entrée de jeu,
complexe, c'est une situation assez complexe. Et nous aurions bien voulu voir l'Union africaine, si elle avait été une organisation indépendante, si elle avait été une organisation sérieuse, si elle avait un personnel qui est assez outillé pour aller résoudre cette situation, on aurait bien voulu voir l'Union africaine s'illustrer en mettant sur la table tous les acteurs de la question éthiopienne, de l'Ogaden, mais également de la question somalienne. Et ces acteurs sont l'Angleterre, les États-Unis, la France, l'Éthiopie, mais également certaines puissances du Moyen-Orient qui, aujourd'hui, ont trouvé des intérêts. Quand vous regardez que les Émirats arabes unis ont trouvé un arrangement avec le Somaliland pour améliorer le port de Berecha. Donc, il ne s'agit pas seulement de l'Éthiopie, il y a plusieurs autres pays qui sont rentrés dans la danse. Si l'Union africaine avait été compétente, si elle avait eu les moyens de résoudre la question, elle aurait fait asseoir tous ces acteurs et on aurait trouvé une solution consensuelle, exactement celle que vous venez de proposer. Très bien, je viens vers vous, Monsieur Michel Fayad, comme vient de nous l'expliquer. Jonathan, derrière ce conflit qui semble opposer deux pays africains, il y a aussi les puissances. Que cherchent aujourd'hui les puissances, même si on a l'impression que finalement, même les intérêts des puissances sont complètement contradictoires, alors qu'il y a juste avant le conflit ou le génocide que subit le peuple palestinien et les tentatives de l'entité sioniste de traîner avec elle les États-Unis dans une guerre contre l'Iran, on avait l'impression que l'Occident était d'accord sur les grands axes de l'échiquier géopolitique mondial. Mais aujourd'hui, on a l'impression que l'Occident est de plus en plus en désaccord face à ses intérêts. Pourquoi et qui sont les acteurs et leurs alliés finalement, que ce soit dans la Corne de l'Afrique ou alors dans la péninsule d'Arabie, pardon. Je pense aujourd'hui que les États-Unis sont dans un mode de vouloir se désintéresser à la fois du Moyen-Orient et de l'Afrique, et surtout dans une période préélectorale, mais ils sont un peu forcés de continuer à regarder et même à participer en raison justement des tensions qui sont avec les Houthis et avec les Hashd al-Sha'bi en Irak, qui continuent de les bombarder et de les taper, et donc ils sont de fait obligés de regarder cette région. Mais aujourd'hui, je pense que véritablement, à part la Chine et la Russie qui se placent et la France qui est un peu mise à l'écart, voire chassée, ce sont plutôt les acteurs des grandes puissances régionales qui sont en train d'apparaître. Donc l'Arabie, les Émirats arabes unis, le Qatar et comme on le disait, donc l'Égypte ou l'Éthiopie. Concernant justement le conflit entre même les Éthiopiens et les Égyptiens, il ne faut pas oublier qu'à la fin du mois d'août et au mois de septembre, il y a eu les problèmes avec, vous savez, le grand barrage de la Renaissance, et où les Égyptiens avaient très peur de voir les Éthiopiens bloquer le Nil, alors que le Nil fournit 97% de l'eau qui est nécessaire à l'Égypte. Et le conflit qu'il y a au Soudan va déterminer beaucoup de choses, parce que le Soudan est entre les deux pays, et le basculement vers le chef de l'armée ou alors vers le chef de la milice va certainement avoir des conséquences géostratégiques dans la région. Vous savez qu'on a accusé l'Égypte de soutenir donc le chef de l'armée, alors que comme je vous le disais tout à l'heure, le chef de la milice, donc Hemeti, lui, a travaillé pas mal au rapprochement, enfin à la réconciliation, disons, entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Et donc une victoire d'Hemeti, qui est très possible puisqu'il contrôle l'essentiel de Khartoum, la capitale, pourrait rabattre les cartes, et puisqu'on pourrait avoir à ce moment-là un rapprochement Éthiopie, Érythrée, Soudan face à une Égypte qui aurait en fait misé sur le mauvais cheval. Mais qui est derrière, Monsieur Fayed, qui est derrière, par exemple, les trois pays que vous venez de citer, qui sont les puissances qui soutiennent ces trois pays-là, ou encore Hemeti directement? C'est très compliqué à dire. Il y a énormément, comme vous le disiez, d'intérêts contradictoires. On sait par exemple que Hemeti est très proche des Émirats arabes unis, mais également de l'Arabie saoudite, alors que eux-mêmes, saoudiens et émiratis, ne sont pas toujours d'accord entre eux, que l'Arabie elle-même a également accueilli le général Bourhan, donc le chef de l'armée soudanaise,
et donc essaye au cas où d'avoir des relations avec les deux belligérants. Vous savez aussi que on avait accusé Hemeti d'être proche des Russes et notamment de Wagner, mais en même temps, juste avant la guerre, c'est Bourhan qui avait accordé à la Russie une base militaire à Port-Soudan, donc à la Russie. Donc il y a véritablement des choses assez compliquées. Il y a par exemple aussi Hemeti qui paye un lobby pour essayer de convaincre les Américains de le soutenir. On sait que les Américains ne savent pas également sur quel pied danser. Les Chinois, eux, voient leurs intérêts. Ils veulent sécuriser l'or et le pétrole au Soudan. Et donc, ils sont obligés de travailler avec les deux. Vous savez qu'Hemeti est le deuxième producteur lui-même, enfin, à travers sa milice, le deuxième producteur d'or du pays. Et donc, la Chine doit travailler avec lui. Mais en même temps, le pétrole reste en partie contrôlé par le général Bourhan, puisque même si les blocs pétroliers se trouvent du côté d'une zone qui est contrôlée par Hemeti, au niveau de l'exportation, ça reste sous le contrôle de Bourhan. Donc c'est vraiment très compliqué pour les puissances internationales et les puissances régionales de voir comment faire. Mais je pense que dans les prochains mois, on devrait avoir plus de clarté sur la situation au Soudan, c'est-à-dire qu'il y aurait probablement un vainqueur. Et de là, il est très possible d'ailleurs que le vainqueur soit Hemeti, et de là, les cartes pourraient être rabattues. Et donc, c'est important de voir dans ce cadre-là si jamais le positionnement de l'Éthiopie n'est pas plutôt un positionnement de long terme, comme je vous dis, pour former un bloc avec le Soudan face à l'Égypte. Très bien, j'émets juste des réserves sur votre pronostic en disant qu'on ne sait pas pour l'instant qui risque je ne sais pas s'il est question de gagner ou pas au Soudan, mais qui risque d'avoir un rapport de force plus important, que ce soit le général Hemeti ou encore le général Al-Burhan. Je viens vers vous, Gamal Abina, il ne reste plus beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut dire finalement aujourd'hui que l'éveil du Sud, on a connu tout de suite après le Covid et jusqu'à cette fin d'année 2023, un éveil du Sud qui était très intéressant, avec à la tête plusieurs puissances régionales qui ont essayé de mener le jeu et essayer d'aller vers un monde multipolaire. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est cet éveil du Sud qui a poussé les puissances à accélérer leur politique d'influence pour maintenir leurs intérêts, finalement, tant bien que mal, même si on voit, et on l'a signalé à plusieurs reprises, que leurs intérêts sont complètement contradictoires les uns des autres? Je crois que Gamel a un souci. Je viens vers vous. Jonathan, avec la même question. Effectivement, on peut dire que les intérêts sont contradictoires si on les regarde tout à fait d'un point de vue direct. Mais en fait, au fond, ils ont des intérêts qui sont cohérents. Aujourd'hui, en fait, pourquoi les Éthiopiens sont en train de devenir les éléments essentiels de la stratégie dans la Corne de l'Afrique? En fait, il se trouve que les Éthiopiens ont une vieille coopération avec les Russes, surtout l'Union soviétique. Même lorsque la partition de l'Érythrée est survenue, les Éthiopiens n'ont jamais eu de contradiction véritable avec les Russes. Et les Russes veulent s'appuyer sur les Éthiopiens parce que les Éthiopiens aujourd'hui constituent leur deuxième point d'attache dans la zone après le Soudan, surtout qu'ils estiment que s'ils ont la base de Tartous va leur permettre d'avoir un accès à la mer Rouge directement et va leur permettre également de venir dominer un espace qui était autrefois sous le contrôle des États-Unis. Or, qui assurait cette hégémonie états-unienne? Cette hégémonie états-unienne, et nous l'avons dit d'entrée de jeu, était assise sur le complexe industrialo-militaire égyptien qui a sa continuité au Soudan et qui incarne aujourd'hui la stabilité de ce complexe industrialo-militaire qui part de l'Égypte jusqu'au Soudan, c'est le général Al-Burhan. Or, les Russes, dans leur manœuvre, ont tenu jusqu'à présent à rester au-dessus des intérêts immédiats des acteurs, bien que l'on sache qu'ils soutiennent de manière indirecte le général Hemeti. Pourquoi ils soutiennent le général Hemeti? Parce que Hemeti va leur permettre, effectivement, comme Fayad l'a dit,
d'avoir une nouvelle influence dans la résolution de la conflictualité entre l'Érythrée et l'Éthiopie, donc dans la réconciliation des deux peuples, mais également, ça va leur permettre de remonter jusqu'au Somaliland, qui lui est un territoire qui jusqu'à présent observe une conflictualité, et ça c'est du fait de la naïveté des ex-colons britanniques, et qui observe une conflictualité avec la Somalie, où les puissances de l'OTAN ont pris pied à travers la Turquie et les États-Unis, et qui ont le monopole de l'entraînement des forces de défense actuellement. Donc pour la Russie, c'est une bonne pêche, et pour les Chinois, ça représente quoi? Les Chinois aussi soutiennent l'Éthiopie. Pourquoi? Parce que l'Éthiopie est devenue un des pôles de relocalisation de l'industrie textile chinoise. C'est un des pôles également à partir duquel les Chinois veulent développer un secteur industriel fécond pour redescendre sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, dont le golfe de Guinée. Et ils se disent, pourquoi ne pas miser sur les Éthiopiens? Les Éthiopiens dont actuellement... Très bien, Jonathan. Malheureusement, on arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Madame, Monsieur, j'ai été accompagné ce soir de Michel Fayad, expert en économie internationale. Merci, Michel, de nous avoir accompagnés. De Gamel Abina, observateur des questions internationales. Merci, Gamel, mais aussi de Jonathan Batangan, spécialiste de la géopolitique africaine. Merci, Jonathan, de m'avoir accompagné. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.